5 septembre 1661. À Nantes, un homme descend lentement les marches du château. Quelques heures plus tôt, il était l'un des hommes les plus puissants d'Europe. Dans quelques instants, il sera arrêté sur ordre du roi. Cet homme s'appelle Nicolas Fouquet. Il contrôlait l'argent du royaume, il finançait l'État, il était indispensable. Alors pourquoi Louis XIV a-t-il décidé de le détruire ? Le 5 septembre 1661, Nicolas Fouquet est arrêté à Nantes sur ordre de Louis XIV par l'intermédiaire de D'Artagnan. Cet événement est bien connu. Il a marqué durablement l'imaginaire historique, notamment parce qu'il met en scène la chute spectaculaire d'un des hommes les plus puissants du royaume. Pendant longtemps, l'interprétation dominante a été relativement simple. Fouquet aurait été un ministre corrompu, coupable d'avoir détourné les finances de l'État à son profit, et justement puni par un roi soucieux de rétablir l'ordre. Cependant, depuis plusieurs décennies, cette lecture a été profondément révisée par les historiens, notamment par Daniel Dessert, qui a repris l'ensemble du dossier à partir des archives de la Chambre de justice de 1661. La question que je voudrais poser aujourd'hui est donc la suivante. Le procès de Fouquet relève-t-il d'une affaire judiciaire fondée sur des faits établis ou d'une nécessité politique liée à la construction de l'État monarchique sous Louis XIV ? Nicolas Fouquet naît en 1615 dans une famille appartenant à la noblesse de robe. Ce point est essentiel car il permet de comprendre son parcours. Il ne s'agit pas d'un aristocrate traditionnel, mais d'un homme issu d'un milieu où le pouvoir passe par les charges, le droit et les finances. Son père est déjà inséré dans les milieux administratifs et commerciaux proches de l'État. Fouquet bénéficie donc d'un capital social et relationnel important. Il suit une formation juridique et devient rapidement procureur général au Parlement de Paris. Une fonction prestigieuse, mais aussi stratégique, puisqu'elle lui permet d'entrer au cœur des mécanismes de l'État. Comme l'ont montré les travaux de Roland Mousnier sur les structures sociales de l'Ancien Régime, ces charges ne sont pas seulement des fonctions administratives. Elles constituent des investissements et des instruments d'ascension sociale. Fouquet s'inscrit parfaitement dans ce modèle. En 1653, dans un contexte de reconstruction après la Fronde, il est nommé surintendant des finances aux côtés de Servien, puis seul après la mort de ce dernier en 1659. Il se retrouve alors à la tête d'un système financier extrêmement fragile. Pour comprendre le rôle de Fouquet, il faut insister sur un point central. La monarchie française du XVIIe siècle est structurellement endettée. Comme le montre Daniel Dessert dans Pouvoir et finances au XVIIe siècle, l'État vit dans un déséquilibre permanent entre ses recettes et ses dépenses. Les guerres, notamment contre l'Espagne, ont considérablement aggravé la situation. Le pouvoir doit donc recourir en permanence à des expédients financiers, emprunts, vente d'office, création de rentes. Dans ce système, le rôle du surintendant est fondamental. Il ne se contente pas de gérer les finances, il doit trouver des fonds, inspirer confiance aux créanciers, garantir les opérations. Autrement dit, il agit comme un intermédiaire entre un État insolvable et des bailleurs de fonds méfiants. C'est dans ce contexte que s'explique l'apparente richesse de Fouquet. Il acquiert des terres, des charges, des droits et construit des résidences somptueuses, notamment le château de Vaux-le-Vicomte. Cette richesse a longtemps été interprétée comme la preuve de sa corruption. Mais les travaux de Daniel Dessert invitent à une lecture différente. Cette richesse joue aussi un rôle fonctionnel. Elle sert à rassurer les créanciers. Elle constitue une garantie visible dans un système où la confiance est essentielle. Fouquet apparaît alors comme un acteur central d'un système de crédit, dans lequel sa fortune personnelle est étroitement liée à celle de l'État. L'arrestation de Fouquet en septembre 1661 intervient dans un contexte politique très particulier. Quelques mois plus tôt, en mars, Jules Mazarin est mort. Louis XIV décide alors de gouverner seul. Le procès de Fouquet s'inscrit dans ce moment de transition, c'est-à-dire de détournement de fonds publics, mais aussi de lèse-majesté, accusation beaucoup plus grave puisqu'elle implique une atteinte à l'autorité du roi. Or, comme le souligne Daniel Dessert, le déroulement du procès présente plusieurs anomalies. Absence d'inventaire précis de la fortune, saisie des documents de l'accusé, difficulté d'accès à une défense efficace. Ces éléments conduisent à s'interroger sur la nature réelle du procès. Le second est beaucoup plus grave, la lèse-majesté.
Sous l'Ancien Régime, la lèse-majesté est un crime d'une nature particulière. Elle ne concerne pas seulement une infraction. Elle suppose une atteinte à la personne du roi ou à son autorité. Et, en théorie, elle est punie de mort. Dans le cas de Fouquet, cette accusation repose sur un faisceau d'éléments. D'abord, ses possessions. Des territoires importants, notamment en Bretagne, et surtout Belle-Île-en-Mer, qu'il a acquise en 1658 pour une somme considérable. Sur cette île, il fait entreprendre des travaux de fortification. Ces aménagements, dans le contexte de l'époque, peuvent être interprétés de deux manières. Soit comme un projet économique et maritime, soit comme une préparation défensive. Ensuite, Fouquet dispose d'un réseau étendu. Il a placé des proches, des alliés, dans de nombreuses charges. Il entretient une clientèle fidèle. Comme l'ont montré les travaux de Roland Mounier, ces réseaux sont caractéristiques du fonctionnement social et politique de l'Ancien Régime. Mais dans le contexte du procès, ils peuvent être interprétés comme les bases d'un pouvoir autonome. Enfin, son train de vie contribue à nourrir les soupçons. Le faste du château de Vaux-le-Vicomte impressionne, mais inquiète également. Certains contemporains y voient le signe d'une puissance qui rivalise avec celle du roi. L'accusation de lèse-majesté repose donc moins sur un acte précis que sur une interprétation globale. Elle construit l'image d'un homme potentiellement dangereux. Un homme capable, en théorie, de résister, voire de s'opposer au pouvoir royal. Pourtant, un élément est frappant. Fouquet n'est pas condamné pour lèse-majesté. Pourquoi ? D'abord, parce qu'aucune preuve formelle d'un projet de rébellion n'est établie. Les fortifications de Belle-Île peuvent être interprétées, mais elles ne démontrent pas une intention de se soulever contre le roi. Ensuite, parce que les juges eux-mêmes semblent hésiter. Comme le montre Daniel Dessert, à partir des archives de la Chambre de justice de 1661, le dossier ne permet pas de soutenir juridiquement une accusation aussi lourde. Enfin, et c'est un point essentiel, une condamnation pour lèse-majesté aurait eu des conséquences extrêmes. Elle aurait conduit à une peine capitale. Or, les juges condamnent Fouquet au bannissement à vie, peine ensuite aggravée en détention perpétuelle par Louis XIV. Ce décalage est révélateur. L'accusation de lèse-majesté joue un rôle politique, mais ne résiste pas à l'examen juridique. Elle sert à construire une image, pas à établir une preuve. La lèse-majesté transforme Fouquet en menace, mais elle ne suffit pas à le condamner. L'étude des minutes du procès de Nicolas Fouquet constitue un élément central pour comprendre la nature réelle de l'affaire. Ces documents, conservés notamment dans les archives de la Chambre de justice de 1661, ont été largement exploités par les historiens, en particulier par Daniel Dessert. Dès les premières étapes de l'enquête, plusieurs anomalies apparaissent. Lors des perquisitions, notamment à Saint-Mandé, Jean-Baptiste Colbert intervient directement, alors même qu'il n'occupe aucune fonction judiciaire officielle dans la procédure. Car elle brouille la frontière entre enquête administrative et instruction judiciaire. Colbert fait examiner les papiers saisis, analyse les comptes et transmet lui-même des pièces au roi. Or, dans le cadre d'une procédure régulière, ces documents auraient dû rester sous le contrôle des juges. Cette circulation irrégulière des pièces pose la question de l'intégrité du dossier. Un élément particulièrement discuté par les historiens concerne les documents saisis. Certains apparaissent tardivement dans les procès-verbaux. Fouquet lui-même accuse Colbert d'avoir introduit certaines pièces après coup. Comme le notent plusieurs historiens, dont Jean-Christian Petit-Fils, il est difficile de prouver une falsification, mais la chronologie des découvertes reste suspecte. Parmi les pièces les plus célèbres figure ce que l'on appelle le plan de défense de Fouquet. Ce document prévoit, en cas d'arrestation, que certains gouverneurs fidèles puissent se retrancher dans leur place forte et faire pression pour obtenir sa libération. À première vue, ce texte semble accréditer l'accusation de lèse-majesté. Cependant, les analyses historiques nuancent fortement cette interprétation. Comme le souligne Daniel Dessert, le document est ancien, rédigé vers 1657. Il est inachevé, il est largement irréaliste. L'abbé de Choisy lui-même parle de projets ridicules. Autrement dit, il s'agit davantage d'un scénario hypothétique que d'un véritable plan de rébellion. L'étude des minutes montre également que Fouquet se trouve dans une situation procédurale difficile. Lors des premiers interrogatoires, en mars 1662, il n'a pas accès aux pièces du dossier. Il ne peut consulter certains documents qu'en 1663, soit plus d'1 an après le début de la procédure. Par ailleurs, il n'a pas immédiatement accès à un avocat.
Il ne peut pas choisir librement ses rapporteurs. Il lui est interdit de se pourvoir devant le Parlement. Ces éléments ont été soulignés par plusieurs historiens comme révélateurs d'une procédure orientée. Le procès se déroule devant une chambre de justice spécialement créée par Édit Royal en novembre 1661. Cette juridiction d'exception relève de ce que l'on appelle la justice retenue, c'est-à-dire une justice directement contrôlée par le roi. Comme l'expliquent les historiens du droit, notamment Jean-Marie Carbas, ce type de juridiction permet au pouvoir royal de reprendre en main des affaires sensibles. Le procès de Fouquet s'inscrit pleinement dans ce cadre. L'analyse des minutes ne permet pas de conclure à une innocence totale de Fouquet. En revanche, elle met en évidence un point essentiel. La procédure n'est pas neutre, elle est orientée par des enjeux politiques. Comme le résume Daniel Dessert, le procès ne vise pas seulement à établir une culpabilité, mais à construire une condamnation. La défense de Fouquet constitue un élément particulièrement intéressant. Il ne se contente pas de contester les accusations, il propose une interprétation globale du système financier. Il affirme que ces pratiques ne sont pas exceptionnelles, mais conformes aux usages de l'époque. Il insiste sur le fait qu'il a engagé sa fortune personnelle pour soutenir l'État. Il demande également une comparaison entre sa fortune et celle d'autres acteurs du pouvoir, notamment Mazarin et Colbert. Cette demande est refusée. Comme le souligne Dessert, cette stratégie de défense est risquée, car elle tente à déplacer le procès, de l'individu vers le système. L'un des apports majeurs de l'historiographie récente concerne la reconstitution de la fortune de Fouquet. Selon Daniel Dessert, actif, environ 15,5 millions de livres. Passif, environ 15,5 millions également. Cette estimation repose sur l'exploitation des archives notariales et judiciaires. Elle rejoint les témoignages contemporains, notamment celui de Madame de Motteville, qui écrit dans ses mémoires que Fouquet devait plus qu'il n'avait. Fouquet apparaît donc moins comme un homme enrichi que comme un acteur fortement endetté. Pour comprendre pleinement l'affaire, il faut revenir au contexte politique. Comme l'analyse l'ouvrage « Les rois absolus », le début du règne personnel de Louis XIV marque une volonté de centralisation du pouvoir. Dans ce cadre, l'existence de ministres puissants disposant de réseaux autonomes devient problématique. Fouquet incarne ce type de pouvoir intermédiaire. Sa chute peut alors être interprétée comme une étape dans la construction de l'absolutisme. L'ascension de Jean-Baptiste Colbert illustre ce changement. Colbert n'est pas extérieur au système, il en est issu. Il s'appuie lui aussi sur des réseaux, y compris familiaux. Mais il propose un modèle différent, plus administratif, plus centralisé, plus dépendant du roi. Comme le soulignent les historiens, il ne s'agit pas d'un passage de la corruption à la vertu, mais d'une transformation des modalités du pouvoir. En définitive, le procès de Fouquet ne peut être réduit à une simple affaire de corruption. Il révèle les tensions d'un système en mutation. Il marque le passage d'un modèle fondé sur des intermédiaires puissants à un modèle plus centralisé. Fouquet apparaît alors non comme une exception, mais comme le produit d'un système en voie de disparition. Sa condamnation prend ainsi un sens politique. Elle accompagne la naissance de l'État absolutiste.